Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe le mieux pour vous. Pour ceux qui écoutent mes élucubrations depuis plusieurs vidéos, vous savez très bien que je viens d'Amiens. Amiens Nord, évidemment, le meilleur des TX. Ok. Avant que ça ne devienne Nador-sur-Seine, il y avait tout dans le quartier. Des Nord-Africains, des Noirs, des Asiatiques et des Blancs. Parmi les Blancs, il y avait pas mal de Polonais. Surtout des Portugais, de ouf, laisse tomber quoi. Big up à Ricardo, José, Georges, Jérémy. Tiens bon mon pote, je parlais de toi la prochaine fois dans une vidéo, mais t'as déconné sévère. Évidemment, il y avait des Blancs aux origines bien françaises, quoi, tu vois. Et parmi eux, il y avait pas mal qui s'inventaient des origines étrangères, quoi. Genre, mon père est italien. Mais le gars s'appelle Carpentier et le prénom de son père, c'est Thierry. Non, même petit déjà, je trouvais ça bizarre. Pourquoi les gens s'inventent des origines qu'ils avaient pas? J'étais trop jeune pour comprendre qu'ils cherchaient juste à se donner un peu d'originalité face à l'originalité culturelle qu'on représentait nous autres. Avec nos langues différentes, nos plats différents, nos pratiques religieuses différentes, ou nos noms différents des leurs. C'était une manière de dire « Regardez, je suis comme vous, moi aussi je viens d'ailleurs ». Mais en fait, c'était drôle, et ça me fait toujours marrer encore aujourd'hui. C'est comme un gars que je connaissais qui s'était converti à l'islam, mais vu que j'avais croisé pas mal de Kabyles, je me disais que c'était sûrement un gars de Tizi Ouzou, Béjaïa ou Boumerdes. Tout le monde l'appelait par son prénom musulman. Et moi, je pensais que c'était son prénom en mode sortie d'usine, quoi. Sauf que, lors du mariage d'une autre connaissance, dont il était le témoin, au moment où l'officier d'état civil appelle les témoins, le gars appelle une personne qui a le nom d'un roi de France. Je vous mens pas, les gars. Le nom d'un roi de France, hein. Et moi, avec ma discrétion légendaire, j'ai balancé mon meilleur ami Malik qui était aussi présent. Mais qui peut avoir un nom pareil? C'est qui ce con? Et là, Malik me dit, mais c'est le gars! Le gars avec le prénom musulman! Encore une erreur diplomatique de ma part que je mettrai au panthéon des bourdes plus ou moins grosses que j'aime balancer lors des petites ou grandes occasions. Bref, là c'est plus complexe quand même, parce que c'était moi qui étais parti du postulat où le mec en question avait des origines étrangères, car tout le monde l'appelait par son prénom de converti, et il se conduisait juste en bon musulman. Et si vous avez déjà croisé un Kabyle, vous savez qu'on peut facilement les confondre avec des Européens. Regardez Zidane par exemple. Donc, le gars n'avait rien usurpé à personne. Il ne faisait que de vivre conformément aux principes religieux qu'il avait choisi d'adopter, et vu qu'il traînait quasiment avec des Nord-Africains, par association, on pouvait croire qu'il en était un. Or, lui n'avait jamais rien revendiqué ni inventé. Mais parmi les convertis à l'islam, il y en a pas mal qui s'inventent des origines exotiques. Car souvent, ils se retrouvent ravalés au statut de converti. En d'autres termes, t'es pas vraiment un musulman, quoi. Ou, un ancien bouffeur de porc qui a enfin trouvé la voie de la raison. Et là, les gars, c'est question pour un champion version islamique. Avec des questions du type, récite-moi la shahada. Tu sais faire la salat? Tu fais le ramadan? Récite-moi la Fatiha. Donc, t'as pas mal de personnes qui s'inventent des origines nord-africaines pour ne plus être étiquetés néophytes à vie et être tranquilles dans leur foi. Eh ouais. Et quand on finit par apprendre leurs véritables origines, on les vilipende. Alors qu'en fait, le problème ne vient pas d'eux, mais plutôt de leurs co-religionnaires qui sont censés les accueillir en toute fraternité. Mais là, comme avec les gars de mon quartier qui s'inventaient des origines étrangères, il y a tout un contexte qui pousse en quelque sorte les personnes d'origine française ou caucasienne à s'inventer des origines exotiques. Mais là, on va parler de quelque chose d'un peu plus élaboré. C'est l'escroquerie raciale, ou racial catfishing dans la langue de Shakespeare. Ça vient du mot catfishing, qui consiste à arnaquer, escroquer ou se créer un personnage ou une identité fictive sur un réseau social. Il y a une émission sur MTV qui est consacrée à ça, Catfish je crois ça s'appelle. Et vous avez sûrement dû entendre parler de l'une des facettes les plus connues de ce phénomène. J'ai nommé le blackfishing. Mais c'est quoi le blackfishing? Alors, il s'agit d'une pratique effectuée par des jeunes femmes blanches qui, à l'aide de fond de teint, de poudre, de fer à cheveux, de séances d'UV, voire de chirurgie, altèrent la couleur de leur peau et modifient certains de leurs traits afin de ressembler à des personnes noires ou métissées et par la même occasion de dissimuler leurs origines. Certaines d'entre elles sont même allées jusqu'à nier leur manœuvre. Comme Emma Holberg là par exemple, qui, face au tollé déclenché par sa petite combine, a déclaré « La photo de gauche a été prise il y a 2 ans, juste avant l'été, et avec très peu de maquillage, et j'avais lissé mes cheveux. » Sérieusement Emma. Ok. Là t'as fait des trucs dignes du BTP et c'est ça que tu sors? Ok, après tu vas dire quoi? Que ça a été pris à minuit ou je sais pas quoi? Allez, arrête tes bêtises toi aussi. Elle a aussi bien pris soin de préciser qu'elle s'identifiait comme blanche et n'avait aucune idée que son bronzage puisse être offensant. Ah, ok. Le langage des influenceuses. Un semblant d'excuse, pas pour ce qu'elle a fait, mais pour s'être fait gauler dans ce qu'elle faisait. Vous voyez le truc quoi? Cela dit en passant, je sais pas où elle est partie au soleil, mais si je teste le coin, je vais passer de ça. Ouais, là c'est moi ça. À ça. Bah non, là c'est pas moi ça. De toute manière, faut pas se tenir des conneries sur les réseaux sociaux. Instagram, TikTok ou je sais pas quoi là. C'est juste un segment du monde du spectacle. Tu y croises de tout, de la personne reconnue par les médias mainstream à la petite capucine anonyme dans sa chambre. Ce qui est drôle, c'est que tout le monde fait semblant d'être ce qu'il n'est pas.
Donc pas étonnant de voir des blancs se faire passer pour des noirs ou des métis, afin d'élargir leur public, d'accroître leur nombre d'abonnés, et de s'attirer des nouveaux sponsors. C'est franchement pas sorcier. Tout repose sur 1. Du bluff, 2. La crédulité des personnes bluffées. Logique. De Ariana Grande à Rita Ora, en passant par Iggy Azalea, à un moment donné, il y avait plein de meufs qui affichaient un physique proche de celui des femmes noires. Et elles sont malignes, car les caractéristiques du corps métis constituent un bon compromis. Dans la mesure où les jeunes africains fournissent des attributs physiques enviables sur le plan sexuel, les jeunes blancs, eux, permettent de mieux correspondre à des critères de beauté occidentalo-centrés. Mais pour certaines de ces meufs, faudra vraiment m'expliquer le changement physique au niveau des fesses et des lèvres. Ou peut-être elles ont séjourné dans le même lieu de villégiature qu'Emma Holberg. Donc ce serait le soleil. Ah, je comprends mieux pourquoi certains écolos montent leur fion au soleil pour absorber de la vitamine D. Mais au moins, ces meufs sont motivées par l'argent et par la renommée. Rien de bien exceptionnel chez une femme moderne occidentale. Nope. Par contre, avec des gens comme Rachel Dolezal, Jessica Krug, Satchel Cole, Claudia Lawrence, ou encore Michelle Latimer, là, on atteint un autre niveau. Les 3 premières se faisaient passer pour des femmes noires, alors que les 2 autres affirmaient avoir des origines amérindiennes. Je préfère dire natif américain, mais je sais pas si certains auraient capté. Bon, faut être honnête. Quand tu vois la tête des personnes concernées, t'as forcément le sourcil qui se lève, un léger doute qui te traverse l'esprit, ou tu te dis qu'il faudrait être Gilbert Montagnier pour pas voir là où il y a un problème. Parce que là, on est loin des standards de Kunta Kinte ou de Joe l'Indien. Bref, prenez le cas de Rachel Dolezal, prof d'études sur l'Afrique, activiste politique et présidente d'une section de la National Association for the Advancement of Colored People. C'est l'une des associations les plus anciennes et les plus influentes pour la lutte des droits civiques aux États-Unis. Ok. Elle prétendait que son père était un noir américain et qu'elle était métisse. Belle histoire. Sauf qu'en 2015, un média local décide d'interviewer ses parents. Et surprise, ils sont tous les 2 blancs. Genre blanc, blanc, blanc. Ouais, sans bavure. Et clou du spectacle, ces derniers ont déclaré que leur fille était 100% blanche, genre de quoi faire bander le Führer quoi, mais qu'elle se faisait passer pour une personne noire. Avec des photos à l'appui les amis. Selon son frère adoptif, qui lui est vraiment métisse, la meuf avait commencé à modifier son apparence dès 2009 en utilisant des produits capillaires, puis en assombrissant sa peau et en se faisant des permanentes. Une fois grillée, elle fut destituée et dut rembourser les fonds qu'on lui avait attribués pour ses activités. Bon, comme d'hab, il y a eu des gens pour la défendre. Si des mecs comme Ted Bundy ou Charles Manson ont eu un fan club, je vois pas pourquoi elle y aurait pas droit elle aussi. En 2017, droite dans ses bottes, elle sort un bouquin autobiographique dont le titre est, je traduis, En couleur. Trouver ma place dans un monde en noir et blanc. Original comme titre, mais l'accueil fut mitigé, genre très mitigé. Pour en citer certains, je ne dirais pas que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Le bouquin n'a pas trouvé son public. Pour ceux qui se demandent ce qu'elle devient maintenant, bah c'est simple. Elle a ouvert un compte OnlyFans, sur lequel elle poste des photos de ses activités telles que la musculation ainsi que des photos de ses pieds. Sans commentaire. Et ne parlons même pas de Jessica Krug, qui disait être originaire du Bronx, plaider pour l'abolition pure et simple de la police, dénoncer le blackfishing de la part de personnes comme Ariana Grande, et reprocher souvent à ses amis noirs, des vrais eux, de s'être embourgeoisés et ramollis dans leurs convictions politiques. Bah en réalité la meuf était une blanche de confession, voilà, issue de la classe moyenne de Kansas City. Elle s'était elle-même définie comme, je cite, une sangsue culturelle. Bien que cela puisse paraître paradoxal, porter les expériences souvent douloureuses des personnes issues des minorités, comme on porte un costume ou plutôt un déguisement, trahit clairement une recherche d'attention, d'opportunité ou de profondeur culturelle. Alors qu'en fait, la plupart du temps, ces personnes bénéficient déjà de certains atouts leur permettant d'évoluer. Parce que j'ai pas vu beaucoup d'hommes faire ce genre de combine. Je dis pas qu'il y en a pas, mais j'en ai pas vu beaucoup. Prenez le livre Dans la peau d'un noir de John Howard Griffin. L'auteur se transforme durant 6 semaines en noir afin d'expérimenter le quotidien d'un homme noir par la traversée de 5 États particulièrement réputés pour leur politique ségrégationniste. Et ça se passe entre 1959 et 1960. Donc rien à voir avec le blackfishing, car on en apprend autant sur les Noirs du Sud que sur certaines attitudes et obsessions du côté des Blancs du Sud. De plus, comme c'est le cas de personnes comme Dolezal, Cole, Krug ou encore Latimer, la supercherie jette le discrédit sur le travail accompli ainsi que les causes et les organismes avec lesquels se sont engagés. Mais comme je vous l'avais précisé au début, je parlais du racial fishing. Eh ouais, car cette pantalonnade a touché d'autres minorités, comme les Asiatiques avec l'Asian fishing, où s'est distinguée Ariana Grande. Encore elle? Eh ben dis donc, elle est partout celle-là. Un peu comme Roi Harouf ou Harouf Gangsta, je sais pas comment il s'appelle. Partout jusque dans ton trou. Et récemment j'ai découvert l'Arab fishing, par le biais d'influenceuses slash meufs de la télé-réalité qui s'appellent Safia et Mila Jasmine. Je connaissais pas du tout. Les meufs font Zarma comme on dit au quartier.
Mais en fait, leur vrai nom c'est Gwendoline et Marie Germain. Bon, rien de mal en soi, mais ça évoque pas vraiment le sable chaud, les mille et une nuits, tu vois ce que je veux dire. Avec des pseudos et une bonne mise en scène jouant sur l'orientalisme, elles induisent non seulement qu'elles sont d'origine nord-africaine ou arabe, mais aussi qu'elles sont musulmanes. Malin. Mais elles ne disent rien de manière explicite. Tout est dans l'implicite, rien de mal en soi, et les moutons méritent d'être tondus. Autre exemple, Mia Khalifa. Disons que c'est une célébrité qui a brillé dans un sport de haut niveau réservé aux adultes. Voilà. Là, c'est pas de l'arabe phishing, car Mia Khalifa, c'est son vrai nom. Elle est d'origine libanaise, donc arabe. Sauf que, elle est chrétienne. Toutefois, certains chrétiens d'Orient, du moins certaines chrétiennes d'Orient, portent le hijab, car avant d'être un objet lié à un culte, en l'occurrence l'islam, c'est un objet qui est lié à une culture. Mais vu que pas mal de gars qui ont le slip débordant de mayonnaise fantasment de se faire une séance de boogie-woogie endiablé avec une catin voilée, et on en déduit qu'elle est musulmane. Succès foudroyant en Occident et tsunami d'indignation dans les pays musulmans. Mais ça a cliqué des deux côtés, je vous rassure. Et ça a pas que cliqué. Et là, la meuf a réussi l'exploit phénoménal et exceptionnel de mettre d'accord les féministes musulmanes et les gars de Daesh contre elle. Alors que sa carrière n'a duré que quelques mois. Pour résumer, tous ces individus qui se rattachent à des origines, des ethnies qu'ils n'ont pas, voire qu'ils ne connaissent même pas, sont un des autres effets de notre belle mondialisation heureuse. Par le biais de la circulation rapide d'informations, des gens sont amenés à fantasmer une culture, un mode de vie qu'ils connaissent pas ou peu, et avec la fin des groupes sociaux, l'affaiblissement du christianisme, ainsi que l'avènement du fric et de l'individu roi, on en arrive à voir des gens qui vont jusqu'à renier, voire dénigrer leur propre culture, leurs racines culturelles, afin juste d'obtenir une validation morale. D'autant qu'aujourd'hui, la réussite sociale a été totalement vidée de sa substance afin de nourrir un fantasme narcissique sans limite. Les actes, les raisons de l'accomplissement personnel sont passés au second plan. Seul prime le succès, la célébrité et la popularité pour eux-mêmes. Cela encourage le consommateur à la fascination pour ces soi-disant célébrités et cela conduit ces dernières au dévoiement le plus ridicule et le plus honteux. On ne cherche plus l'approbation pour ce que l'on fait, mais pour ce que l'on paraît, pour l'image plaisante que l'on projette, pour l'attention qu'on a réussi à attirer sur soi. Tout ceci devant être sans cesse renouvelé et ratifié par les likes et le nombre de vues. Si tu t'attendais à ce que je tire à boulet rouge sur des blanches qui font de l'appropriation culturelle, autant attendre le RER, c'est un jour de grève. D'autant que leurs actes parlent pour elles. Elles ne sont que les caricatures de ce que chacun d'entre nous valide à plus ou moins forte intensité. En somme, l'important n'est ni le vrai ni le faux. Ce qui compte, c'est de paraître crédible. Bienvenue dans un monde de faux semblants et d'apparence, de fumée et de miroir. Après, si tu te promènes en boubou, ça me fera marrer, évidemment. Si tu le fais avec le visage peint avec du cirage noir, ça me fera moins marrer. Et si tu le fais avec un accent du bled, là, on va avoir un problème. Je suis pas du genre susceptible ou comme ces illuminés aux States avoir de l'appropriation culturelle ou du racisme à tout bout de champ. Mais je fais quand même la différence entre quelqu'un qui admire ou honore une culture qui lui est étrangère et quelqu'un qui se tape des barres sur la culture d'autres personnes. Car à travers ça, ce sont des gens qui sont visés. Même le français moyen n'aime pas l'image que lui renvoie les ricains, car c'est caricatural, voire insultant. Pour preuve, regardez Emily in Paris pour essayer, vous verrez. Et pour conclure, je citerai Christopher Lasch. Tous, tant que nous sommes, acteurs et spectateurs vivons entourés de miroirs. En eux, nous cherchons à nous rassurer sur notre pouvoir de captiver ou d'impressionner les autres, tout en demeurant à l'affût des imperfections qui pourraient nuire à l'apparence que nous voulons donner. Je vous remercie pour votre temps et votre écoute, et à très bientôt. Au revoir.